Je pense que voilà, bonjour donc, à toutes et à tous d'avoir répondu présent physiquement et de vous être connectés à distance donc, pour ce webinaire sur l'analyse économique et financière de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, donc, on a l'honneur d'inviter Axel Rétali, qui est le responsable de l'expertise agri-agro du Crédit Agricole. Donc, son équipe a publié récemment donc, un observatoire intitulé l'Observatoire financier des industries agroalimentaires et qu'il se fera donc, le plaisir de nous présenter ce matin. Donc, avant de commencer, donc, pour le confort de tous, nous vous remercions donc, de couper vos micros afin de respecter également le droit de la concurrence. Vous ne pouvez pas poser de questions directement sur le chat. Au préalable, vous pouvez donc transmettre vos questions à l'adresse mail donc, qui est affichée sur le chat, c'est le mien, mg@ania.com. Donc, elles seront ensuite posées dans la conversation de manière anonymisée. Donc, ce webinaire est enregistré et sera accessible en replay sur la chaîne YouTube de l'ANIA. Donc, si vous ne voulez pas ou ne souhaitez pas apparaître donc, sur l'enregistrement, merci de couper votre caméra. Je ne sais pas si je suis la seule, mais je ne vous entends plus. Non, il n'y a plus de son. Également, oui, on est d'accord. Oui, je pensais que j'étais le seul. Non, bon, on va faire nous-mêmes la conférence alors, parce que oui, alors je voulais vous parler de. Ah, ils reviennent. Vous nous entendez? C'est bon? Et là, est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, bon merci. Bon, alors du coup, je ne sais pas très bien à quel moment ça va couper, autant pour moi, donc je vais redémarrer. Je suis responsable de l'expertise agri-agro chez Crédit Agricole SA. Ce que je vous propose, c'est déjà de vous décrire ce que c'est que l'équipe expertise agri-agro chez nous, ce qu'elle peut aussi vous apporter, vous industriels, avant d'aborder la vision du Crédit Agricole sur le choc de l'inflation que vous avez vécu, que toutes les filières ont vécu, de l'amont à l'aval. Et puis également les impacts que ça a sur la consommation. J'irai assez vite sur ce point parce que vous avez évidemment tous bien plus que d'habitude que moi, parce que vous le vivez au quotidien. Et ensuite, j'aborderai notre observatoire qui est sorti il y a quelques semaines, l'observatoire sur l'ensemble de l'agroalimentaire. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'équipe expertise agri-agro chez Crédit Agricole SA? C'est une douzaine de personnes, dont une huitaine d'experts, expertise qui va de l'amont à l'aval, donc on intervient aussi bien sur les sujets agricoles qu'agroalimentaires. On est spécialisé chacun d'entre nous par filière. Pour ma part, je regarde l'ensemble des filières, bien sûr, et je regarde aussi assez spécifiquement l'univers des coopératives. Ne l'oublions pas, ils représentent environ 40% de l'agroalimentaire en France. Nos missions, pour faire simple, au-delà des missions qu'il peut y avoir en interne... Excusez-nous, on ne voit plus la présentation. La présentation n'est plus partagée, excusez-moi. Faites bien de le dire. Décidément, on a quelques sujets techniques, mais on va y arriver, ne vous en faites pas. Voilà, normalement, ça doit être bon. C'est bon, là? Le son et l'image sont là. Oui, c'est bon. Parfait. On a son et image. Merci beaucoup. C'est nickel. C'est un peu l'inconvénient
de faire ça en distanciel. On a tous désormais. Oui, alors nos missions vis-à-vis de l'extérieur sont au nombre de 3 pour simplifier. La première mission, c'est de publier un certain nombre d'études, mais également d'avoir des publications qui sont totalement publiques. La première publication, c'est Prisme, qui est une note de conjoncture, et la seconde, j'y reviendrai un peu plus en détail par la suite, c'est l'Observatoire financier des entreprises agroalimentaires, qui nous permet de donner la vision de Crédit Agricole sur le secteur, mais également la plupart des très grandes filières. Dans les études, vous en avez un certain nombre qui vont sortir en 2023. Ces études n'ont pas vocation, elles, à être publiques. On maîtrise la communication, donc très clairement, on les garde à notre main. Néanmoins, on peut les présenter lors de conférences, lors d'événements comme celui-ci, ou en direct auprès de nos clients. La deuxième mission, c'est les relations institutionnelles. Pour moi, l'ANIA fait partie des institutionnels. On a un partenariat avec l'ANIA. Et on est en relation quasiment avec l'ensemble de l'écosystème agri-agro en France. Et puis la troisième mission, c'est des interventions auprès de nos clients avec un grand C. Alors, ça peut être des clients en interne, bien évidemment, mais ça peut être aussi des clients institutionnels. Je les mets dans la catégorie intervention. Donc aujourd'hui, c'est une intervention. Ça peut être aussi des interventions auprès de nos clients en direct, à tous les niveaux, top management, comme COMEX, comme conseil d'administration, etc., pour faire part de notre vision de l'agroalimentaire, de notre vision des filières, et puis également proposer, vous verrez, des benchmarks sur notre observatoire. Alors, je vais y arriver parce que je sens aujourd'hui que j'ai quand même du mal avec la technique, mais c'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est d'aborder directement l'inflation. Encore une fois, je vais essayer d'aller assez vite pour passer du temps avec vous sur les interrogations que vous pourriez avoir sur la partie observatoire. L'inflation, très clairement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on parle de cette inflation depuis en gros un an et quelques. Le facteur déclencheur en termes de communication, ça a été véritablement la guerre en Ukraine. Ceci dit, on l'oublie un peu vite. L'inflation a démarré en 2021 et elle était déjà très prégnante. Et vous avez là quelques chiffres, c'est plutôt sur l'amont. Mais vous voyez l'impact que ça peut avoir, notamment les engrais, puisqu'on est au-dessus de x2 sur le niveau des engrais entre janvier 2021 et aujourd'hui. Alors certes, il y a eu quelques corrections sur un certain nombre d'intrants, mais néanmoins, les impacts sont très, très importants. Alors, heureusement pour l'amont, j'ai envie de dire, les prix aussi ont suivi. Alors, certes, avec, dans certains cas, une correction, et vous le voyez sur l'exemple du blé tendre, une correction récente assez forte. Pour autant, si on raisonne sur l'année 2022, l'année 2022 a été plutôt préservée pour l'amont, grâce à une forte hausse des prix qui, dans la plupart des cas, a permis de répondre à la hausse des coûts de production. Et vous verrez de manière consolidée ce que ça donne par la suite. Alors, je pourrais dupliquer sur quasiment toutes les filières ce phénomène. Là, vous avez l'exemple du lait, du porc et du bovin. Vous voyez que déjà l'inflation a commencé en 2021 à chaque fois, sauf peut-être sur le porc, c'est pour ça que je prends qu'à partir de 2022, et qu'on est arrivé assez fréquemment à des niveaux records, en tout cas jamais connus depuis un certain nombre d'années, avec parfois une correction récente. Les tensions sont moindres, les productions sont au rendez-vous, les craintes sur la guerre en Ukraine sont moindres également. Ceci dit, on est toujours assujetti à un certain nombre d'aléas. Et donc, je ne me risquerai pas à faire des prévisions sur ces marchés, d'autant plus qu'il suffirait que sur le corridor mer Noire, Poutine décide de tout clôturer et on se retrouverait dans une situation à nouveau totalement instable et inconnue. Et je vous rappelle que le corridor est négocié tous les 60 jours. Voilà, donc on voit bien qu'on n'a pas forcément la main sur les perspectives et sur ces cours. Point très important, c'est l'énergie. J'ai pris l'exemple du gaz, avec, vous l'avez tous à l'esprit, vous vous en souvenez, sur le mois d'août 2022, un record absolu sur les prix du gaz, qui ont atteint des niveaux particulièrement inquiétants, à tel point qu'on se posait la question de savoir comment on allait passer l'hiver. Chez nous, les études économiques avaient prévu que si l'hiver a été rigoureux et qu'on faisait malgré tout 15% d'efforts en termes de réduction de la consommation de gaz, on terminerait à fin mars avec des stocks à zéro.
Alors finalement, les choses se sont plutôt bien déroulées, entre guillemets bien déroulées parce que ça a d'autres impacts, notamment de sécheresse. Mais si je raisonne sur la consommation d'énergie, ça s'est plutôt bien passé avec un hiver particulièrement clément, ce qui a permis de baisser, de diminuer la tension sur les prix du gaz, aidé aussi par un certain nombre de politiques d'accompagnement de l'Union européenne et aussi d'achat de GNL en très grande masse. Passez-moi l'expression, on a, nous, Européens, complètement asséché le marché du GNL, avec du coup des impacts, des effets de bord sur un certain nombre de pays, notamment asiatiques. Et Indiens, Pakistanais, par exemple, ont redémarré vraiment à fond leurs usines à charbon pour produire de l'énergie. Donc 2022 restera comme une année d'émissions carbone assez importante. Donc là, très clairement, les tensions ont diminué. Depuis cette courbe, on peut même dire que les choses se sont encore un peu améliorées. Pour autant, il reste toujours un écart non négligeable avec les États-Unis, et je pense que c'est le point qu'il faut retenir. Ça pose une problématique de concurrence entre les zones, puisque pour rappel, le gaz, c'est quelque chose qui se transporte assez difficilement. Il faut des tuyaux. Et donc, pour faire simple, on a 3 grandes zones sur le gaz. On a l'Amérique, l'Europe, l'Asie. Et évidemment, quand vous coupez les tuyaux entre la Russie et l'Europe, eh bien, vous avez une vraie problématique qui ne peut être compensée que par un certain nombre de pays autour de la Méditerranée ou au nord de l'Europe, mais ce n'est pas forcément suffisant. Donc, on a été obligé de faire appel au GNL. Et donc, le marché américain, lui, n'a pas été impacté, d'abord parce qu'ils sont producteurs, et ensuite parce qu'ils sont complètement autosuffisants sur leur territoire. Ce qui veut dire que les écarts sont élevés, avec une vraie problématique de compétitivité entre les zones. Et on voit bien que les Américains n'hésitent pas là-dessus, à la fois à nous vendre des jeunes chers, et en même temps à favoriser leur industrie avec un certain nombre de plans de relance. Alors, toute cette inflation, évidemment, à un moment ou à un autre, elle a un impact sur la consommation et sur les prix en fonction des gammes de produits. Ce que ce graphique démontre, c'est que les prix des gammes premier prix ont plus augmenté que les marques nationales ou que les produits entre guillemets haut de gamme, démontrant qu'il y a eu une forme de translation de la consommation, les consommateurs allant vers les premiers prix. Alors ce phénomène s'est un peu tassé ces dernières semaines et tant mieux. Mais néanmoins, il faut garder à l'idée, à l'esprit qu'il y a eu un véritable impact de transfert de la consommation, avec tout de suite un impact sur le bio, puisque si on raisonne en gamme, on peut considérer que quasi le plus haut de gamme, ce sera le bio en termes d'alimentation. Donc certes, la plupart des pays, notamment européens, ont connu une très forte hausse de la consommation de bio ces dernières années. Et je vous rappelle qu'au moment du premier confinement, les premières semaines, on parlait du monde d'après. On a tendance là aussi à l'oublier, c'était il y a 3 ans quasi pile. Le monde d'après serait bio et la consommation de bio devait fortement augmenter. Force est de constater que ça n'a pas été le cas et que tout cela s'est véritablement fracassé face à la problématique de pouvoir d'achat. Et là, vous avez l'illustration avec une baisse de la consommation en bio. Ce chiffre peut être challengé parce que selon les sources qu'on prend, si on inclut les boissons ou pas, on a des données qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. Toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est la tendance, et la tendance, très clairement, est au recul. Alors, dans cet univers d'annonces plus ou moins négatives, il y a quand même des points favorables, et notamment la restauration, qui, n'oublions pas, est un débouché pour un grand nombre d'entre vous. Débouché important pour l'ensemble de l'agroalimentaire. Alors évidemment, à gauche, vous avez le premier confinement qui a provoqué une chute assez vertigineuse quasiment sur tous les canaux de distribution, aussi bien traditionnels que rapides, que sous contrat, hein, donc les cantines, EHPAD, hôpitaux. Toujours est-il que derrière, on a quand même eu un rebond. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez l'exemple français, j'aurais pu le piquer avec d'autres pays. On voit bien l'importance de la saisonnalité de la RHF en France avec un pic de l'été qui est flagrant et qui est plus important, notez-le, que des pays comme l'Espagne et l'Italie qui pourtant intuitivement sont très touristiques aussi. Donc on a une caractéristique assez particulière. Toujours est-il qu'on a un pic de l'été sur l'été 2020 qui n'atteint pas le niveau de pré-Covid. Donc on était toujours en retrait et une
vraie baisse de la consommation de manière générale. Mais pour autant, depuis, très clairement, on a une hausse assez régulière et un secteur très dynamique, malgré des difficultés de recrutement. L'activité se porte plutôt bien. Donc, c'est assez favorable, même très favorable pour votre activité propre. À prendre avec des pincettes quand même ces chiffres, parce qu'on parle de chiffre d'affaires et non pas forcément de volume. Et évidemment, l'impact inflation n'est pas négligeable. Alors justement, quand on parle d'inflation, qu'est-ce que ça donne? On en a beaucoup parlé en 2022, on en a beaucoup parlé en début d'année, on en parle encore avec des sorties du gouvernement. Très clairement, l'inflation française était en retrait, que ce soit inflation générale que inflation alimentaire. Les petits carnets, c'est l'inflation alimentaire. Vous voyez qu'il y a dans tous les pays un écart entre l'inflation générale et l'inflation alimentaire qui est plus élevée à chaque fois. Toujours est-il que là, vous avez des chiffres qui datent de mai. Si j'avais pris les chiffres de septembre-octobre, vous auriez eu un écart de l'ordre de 8 points avec l'Allemagne. Alors que là, vous voyez que cet écart se réduit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de même, les dernières négociations commerciales ont permis de rattraper une forme de retard. La problématique pour les industriels, c'est que ce retard sur 2022, il a toujours été avec un certain décalage de 3 mois minimum. C'est-à-dire que les industriels négociaient avec 3 mois de retard, il y avait déjà, entre guillemets, du stock d'inflation. Pour autant, on peut considérer que c'est assez positif d'avoir ce rattrapage, parce que malgré tout, c'est aussi le moyen pour les industriels de maintenir leur marge, avec évidemment sur cette inflation, on revient à la case départ de la présentation, c'est-à-dire l'impact sur le mode de consommation et les arbitrages des consommateurs. Alors pour les marges, qu'est-ce que ça donne entre l'amont et l'aval? En vert foncé, vous avez les prix de vente des agriculteurs de l'amont, et en vert un petit peu plus clair qui suit cette courbe, les pampas, c'est-à-dire leur coût de production. Ça, c'est une courbe qui est sur l'ensemble de la ferme France. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'inflation a été sacrément élevée et les coûts de production ont sacrément augmenté, mais ça a été suivi par des prix de vente liés au prix de matières premières que je vous ai présenté en début de présentation, qui eux-mêmes ont très fortement augmenté et permis de maintenir les marges de façon générale. Alors attention, c'est une moyenne. Évidemment, là-dedans, vous avez de fortes disparités et on se doute bien que la filière grande culture, notamment céréales, est plus avantagée que d'autres filières. Néanmoins, quand on regarde, on y reviendra par la suite, quand on regarde la situation financière des exploitations agricoles, 2022 restera une année plutôt positive, mais encore une fois, j'y reviendrai. Alors, qu'est-ce que ça donne sur l'agroalimentaire? C'est des chiffres qui sont un peu en décalage, donc ça sera intéressant de voir comment ils évoluent. Eh bien, vous avez toujours la même chose, hein. La courbe la plus foncée pour l'agroalimentaire, c'est les prix à la consommation, donc c'est plutôt GMS. Et en face, les coûts de production des industriels. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que courant 2022, les courbes se sont croisées, donc véritablement une problématique de transmission des niveaux de marge et des niveaux d'inflation de la part des industriels à leurs clients GMS. Alors là aussi, c'est à prendre avec des pincettes, puisque d'abord, vous n'avez pas forcément l'ensemble du panel des achats des industriels, mais néanmoins, c'est quand même assez révélateur. Et puis, vous n'avez surtout pas les dernières négociations. Toujours est-il que c'est assez flagrant. On voit bien la problématique de transmission des industriels. Et donc, les niveaux de marge en synthèse auraient pu être défendus et maintenus sur l'amont, mais pas forcément sur l'aval. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Avant que je continue de dérouler, je regarde l'heure, mais je pense que ça va. Il n'y a pas de questions, je vais avancer. Ah, autant pour moi. On pose les questions à l'oral ou dans le chat? Alors, c'est celles qui tu sensible, tu les anonymises, sinon les gens, les questions générales, ils peuvent. Ouais, c'est une question générale, vous pouvez la poser, directement, sinon. Si la question est en lien avec votre entreprise, on préfère que vous nous envoyez un mail. Et voilà. Bah, du coup, je vais avoir une question générale sur la slide précédente. Oui.
Donc là, on voit donc l'inversion des courbes. Si on remonte de 2011 à 2015, on voit que les courbes étaient également inversées. De mémoire, c'est à ce moment-là qu'on a eu les états généraux de l'alimentation et la loi Egalim qui a remis un petit peu d'ordre dans les courbes, non? Oui, alors clairement, la loi Egalim avait pour objectif de retrouver les niveaux de marge. Pour autant, moi, ce que je constate, c'est que ça a été très variable selon les filières et que certaines filières ont réussi un peu plus facilement que d'autres à transférer des niveaux de marge. Je pense notamment à la filière lait. Mais ceci dit, c'est à prendre avec un peu de recul parce que j'ai envie de dire que le coup était parti avant la loi Egalim. Les négociations étaient déjà démarrées et ce que je constate aussi, c'est qu'en général, la GMS préserve globalement la filière lait. Donc, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'industriels qui, Egalim ou pas, n'arrivaient pas forcément à passer des marges. Sachant que Egalim 2 était plutôt orienté amont agricole en plus. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question générale aussi. Ouais. Bonjour, Jean Buisson Alpina. L'écart là qu'il y a entre, qui est très intéressant, entre l'IPC et l'IPP-IA, donc entre les industries et le prix de la consommation alimentaire. On a une idée un peu en pourcentage, ce que ça représente comme écart du coup, parce que je vois pas bien Enfin, j'ai l'impression que c'est à peu près 5%, non? L'écart sur le plan de l'évolution? Oui, parce là, en effet, on voit comme vous dites, le croisement des courbes. Hein, et après, en haut, on voit votre petite flèche rouge là entre les deux. On est à peu près à 5 points. Ceci dit, attention, parce que ça, c'est une base 100. Ah oui, d'accord. Donc, okay. C'est pas forcément intuitif et vous n'allez pas forcément retrouver ça au niveau des bidas ou de marge. Ouais, d'accord, ok. En tout cas, on voit que la marge des industriels a baissé. Voilà, il faut plutôt regarder l'évolution que le point en tant que tel. Mais là, on voit en tout cas que la marge des industriels a baissé, contrairement à ce qu'on peut entendre sur les industriels profiteurs de la situation, etc. Oui, alors il y a un effet retard non négligeable. Puisqu'il faudrait regarder la même courbe dans 2-3 mois quand on aura les chiffres véritablement de début d'année. Oui, bien sûr. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas forcément tous les coûts de production. Et notamment la partie matière première industrielle n'est pas forcément bien représentée dedans. Et la partie énergétique. Donc, très clairement, la partie alimentaire est dedans, matière première alimentaire. D'où l'intérêt d'Egalim de transmettre, d'ailleurs on revient à ça, de transmettre les prix à l'amont, mais la partie emballage, la partie énergie n'est pas forcément correctement prise en considération. Donc, si on estime que la partie énergie est en baisse, ce qui est factuellement vrai, normalement, les industriels devraient avoir une marge qui augmente en ce moment. Mais vous le savez mieux que moi, étant tous dans l'opérationnel, c'est aussi dépendant de votre contrat. Bien sûr. Ok, merci. Bien sûr, et des contrats et des couvertures. Donc, en fait, en synthèse, moi, j'ai plein de cas de figure. J'ai vu aussi des gens signer des contrats pour 2 ans en septembre dernier, donc quasiment au plus haut. Je pense que c'est très compliqué pour eux. Et puis d'autres qui, en fait, avaient signé avant la guerre en Ukraine pour 2 ans. Et eux, très clairement, ils sont moins impactés. Donc, et j'ai envie de dire, c'est même pas du talent, hein, c'est aussi une part de chance, quoi. Merci, intéressant. D'autres questions? Écoutez, je vous propose d'avancer sur l'Observatoire financier des entreprises agroalimentaires du Crédit Agricole. Alors déjà, de quoi parle-t-on? L'Observatoire, on s'appuie, nous, Crédit Agricole, sur le fait que nous sommes leaders sur le marché de l'agroalimentaire. Tout le monde a en tête qu'on est leader sur l'agri. On a entre 3 quarts et 80% de la clientèle agriculture.
sur le marché français. Mais on l'oublie, on a plus d'un tiers de part de marché sur l'agroalimentaire. Donc, on a un certain nombre de comptes, par définition, qui rentrent dans le système. Si on rajoute à ces comptes les entreprises qui ne sont pas forcément clientes, mais qui sont soit cotées, soit qui publient, soit qui ont leurs comptes qui apparaissent dans les systèmes Banque de France, on obtient un certain nombre de comptes consolidés. Et je reviendrai sur le consolidé parce que c'est important. Et on dépasse largement les 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulés. Là, on est même au-dessus de 210 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulés. Important, c'est la vision du banquier. Donc, c'est une vision en consolidé. C'est-à-dire qu'on prend tout, y compris les filiales à l'étranger. Et c'est vraiment important dans nos chiffres. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas forcément la vision franco-française. On a un certain nombre d'observatoires qui sortent au fil de l'eau courant d'année. On commence par la filière lait, puis les viandes, puis la viti. On sort ensuite l'ensemble de l'agroalimentaire, celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Par la suite, on sort les grains, en général, en juillet. Et en octobre, on ferme la boucle avec les coopératives polyvalentes. On est capable de sortir un certain nombre de ratios financiers d'activité sur 5 ans qui vont de l'activité à l'EBITDA, en passant par le ROCE, le leverage, le gearing, les taux d'amortissement des outils, les flux d'investissement, etc. etc. Tout ça sur 5 ans, par filière, pour chacune des filières, par métier, par taille d'entreprise, les petits, les moyennes, les ETI, les grands groupes. Et on est capable, mais on ne le présente pas, et puis aujourd'hui, ça n'a pas forcément de sens, mais on est capable également de raisonner par statut, coopératif, non coopératif. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de complètement public. L'ANIA, normalement, rediffuse à l'ensemble de ses adhérents ses publications. On est à votre disposition pour présenter ça lors de différentes conférences ou en interne auprès de vos dirigeants ou de vous-même. Voilà, donc mes équipes, mes collègues et moi, on est complètement à votre disposition là-dessus. On est capable de faire des benchmarks des entreprises par rapport à notre observatoire. Et pour la petite histoire, on a même des clients qui utilisent nos chiffres pour caler les objectifs en EBITDA, en ROCE de leur business unit. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, alors, important quand même, sur les dates de clôture, on est sur des comptes donc qui, par définition, sortent en décalage. Donc, le temps qu'ils soient publiés, qu'on les reçoive, qu'on les intègre dans nos systèmes, qu'on les analyse, on est au 31/12/2021 jusqu'à fin mars 2022. C'est normal qu'il y ait cet effet décalage, donc ne soyez pas surpris. Donc, on a une vision un peu dans le rétroviseur, et c'est pour ça que je vous parlerai aussi des risques et de notre vision sur 2022 et 2023. Mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc, tout ça, sauf parfois pour certaines entreprises sur 1 ou 2 mois d'activité, tout ça, c'est avant guerre en Ukraine, bien évidemment. En termes d'activité, qu'est-ce que ça a donné? Assez forte progression sur 21-22 de l'activité, mais je vous rappelle qu'on sort de l'année Covid avec un très gros impact sur les boissons. Donc, en fait, l'activité est très clairement portée par les boissons. C'est les boissons qui ont porté la hausse du chiffre d'affaires. Quand on raisonne hors boissons, c'est quand même beaucoup moins flagrant, sachant qu'elles sortaient, ces boissons, d'une année très, très difficile. Je vous rappelle, un confinement, exportation difficile, pas d'événements, pas de mariage, pas de match de foot, etc. Donc, évidemment, toutes ces occasions de festives ou occasions de consommer des boissons étaient supprimées ou quasiment totalement supprimées sur l'année. Donc, ça a eu des impacts assez significatifs. Et donc, quand on regarde les choses en boisson, il y a quand même une hausse, mais elle est beaucoup moins flagrante. Je ne vais pas forcément rester longtemps sur l'activité. Ce que je trouve important, c'est plutôt de regarder les autres ratios, notamment l'activité à l'international de l'agroalimentaire. On sait tous que l'agroalimentaire est en France très exportateur. On sait aussi que les boissons représentent une part non négligeable, et on le voit là dans les chiffres. Les vins et spiritueux sont très exportateurs, ce n'est pas tellement une surprise, et c'est véritablement de l'export. On a aussi la filière lait qui est très à l'international, je précise bien à l'international. Pourquoi? Parce que vous avez un certain nombre d'acteurs, dont quelques-uns qui sont cotés d'ailleurs, hein, c'est public, qui peuvent réaliser 70% de leur activité à l'international sous forme de filière, sous forme de filiale. Et ce qui veut dire que ça n'a pas d'impact sur les filières françaises, puisqu'on utilise de la production locale. Sur l'ensemble des autres activités, c'est un peu moins important.
Et vous noterez que les coopératives, par rapport à ce qu'on appelle les sociétés de droit commercial, c'est-à-dire les non-coop, pour faire simple, les coopératives sont très en retrait en termes d'activité internationale. Alors, c'est un peu logique, hein. Dans un cas, vous avez un retour à l'actionnaire qui est demandé. Dans l'autre cas, c'est un retour à l'adhérent. Et l'adhérent est produit, évidemment, en France. Donc, ce n'est pas très, très chaud. Mais alors, point important à souligner, je ne l'ai pas mis, mais on s'en doute un peu, il y a un effet de taille très, très flagrant. C'est-à-dire que plus l'entreprise est grande, sauf exception, plus l'entreprise est grande, plus elle est internationalisée. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans un cycle vertueux, elle a des équipes, elle peut envoyer du monde à l'international, remettre à plat les systèmes d'une usine, avoir le contrôle de gestion, avoir des gens qui surveillent que tout se passe bien. Et là, donc, sans surprise, les coopératives aussi sont en termes de capacité de projection des forces. Mais pour ça, il faut des moyens, donc l'effet de taille n'est pas négligeable. Mais il y a plein d'exceptions, avec quelques PME très, très importantes. Et j'ai noté que les PME et ETI sont plus dynamiques depuis la sortie du Covid en termes de... Sur le plan de la rentabilité, qu'est-ce que ça donne? Eh bien là, j'ai pris l'ensemble de l'agroalimentaire hors vin et spiritueux. Pourquoi hors vin et spiritueux? Parce que sinon, la moyenne est rehaussée. Les spiritueux, pour vous donner un ordre de grandeur, je ne l'ai pas mis là, c'est écrase la courbe, c'est 25% d'habitat. Donc on voit bien qu'on est plutôt sur un produit, un univers de luxe, mais quand on prend l'ensemble des agroalimentaires, on est quand même beaucoup plus bas, avec quelques filières qui sont très basses, hein, et parfois en dessous de 4%. Alors autant sur les fruits et légumes, ça ne me choque pas plus que ça, parce que certes, vous avez de la transformation, mais dans la moyenne, vous avez aussi un certain nombre d'acteurs qui sont sur du fret. Donc ça me choque moins. Il faut décortiquer les chiffres entre frais et transformés pour se faire une idée. Par contre, vous avez des filières comme les viandes qui très clairement sont à des niveaux bas en termes de rentabilité. Et encore une fois, là aussi, il faudrait faire un focus. On est capable avec notre observatoire purement viande de le faire un focus en fonction de la filière. Volaille ou pas, porc ou pas, du niveau dans la transformation, abattage des coupes ou un peu plus bas dans la transformation. Toujours est-il que là, dans cette moyenne, vous avez un certain nombre d'acteurs, dont un côté très connu, qui rehausse l'ensemble. Tout ça pour dire que la filière viande est plutôt en difficulté et qu'on peut tout à fait se poser la question de la fermeture de certains sites. À l'opposé, vous avez des secteurs plus rentables comme la BVP ou la FIRV, assez souvent pouvant s'appuyer sur des marques, sur des produits à valeur ajoutée et sur l'international. Donc obligatoirement, vous avez un effet vers la hausse en termes de rentabilité. Alors la question, hein, c'est le petit encart sur la droite. La question, c'est qu'est-ce que ça va donner en 2022-2023 ? En toute logique, on devrait avoir un certain nombre de tensions sur les marges, donc de tensions sur la rentabilité. Encore que les tout derniers chiffres, et c'est là où on pourra peut-être en débattre, mais les tout derniers chiffres peuvent laisser penser que ça devrait rebondir sur 2023. Mais sur 2022, de façon assez intuitive, on devrait avoir un léger recul de la rentabilité sur le prochain observatoire. Je peux poser une question? Oui, bien sûr, je t'en prie. Thiago Marquet de Trios. Juste pour bien comprendre les graphiques, donc les lignes, c'est la marge EBITDA, le pourcentage du chiffre d'affaires. Et les colonnes, c'est l'EBITDA, 1 milliard d'euros de l'ensemble de l'agroalimentaire. Exactement. Claire. Exactement. C'est intéressant. Généralement, je ne le mets pas. Tu as raison de poser la question. Je l'ai laissé parce que avec tous les effets d'inflation, et ce sera encore plus flagrant et important noté en 2022, il y a le niveau de marge, puis il y a la valeur absolue. Et en valeur absolue, on voit bien que quand même, ça s'est bien amélioré. Pour autant, nous, on regarde toujours le taux de marge. On reste en pourcentage, peut-être à tort, mais on trouve que c'est quand même important de rester sur ce taux de marge. Je trouve ça intéressant de regarder ce qui se passe dans l'univers de l'agroalimentaire en prenant en considération quelques acteurs internationaux, des leaders, avec des marques très très fortes. Et j'ai laissé quelques acteurs cotés ou qui publient sur la filière lait. Filière lait, comme vous l'avez vu sur le slide d'avant, qui est plutôt une des plus dynamiques
dans l'univers agroalimentaire. Eh bien, vous avez des écarts très importants avec les très grands groupes internationaux. On voit là l'importance de la marque, la puissance de la marque. Je vous avais dit tout à l'heure que les spiritueux, c'est 25% des EBITDA, et là, on est à un tiers des EBITDA sur Coca-Cola. Donc, pas besoin d'être dans l'univers du luxe. On voit bien la puissance de la marque et du coup, la puissance de négociation vis-à-vis de la jeunesse. Je vous rappelle que des gens comme Coca, lorsque ça se passe mal, ils peuvent arrêter de fournir. Et le consommateur est capable, en tout cas une partie des consommateurs sont capables d'arbitrer, de passer sur une paire d'à côté parce qu'il y a du Coca. Juste pour préciser que Coca, c'est Coca plus Coca International. Coca Europe, c'est conso. Voilà. Toujours des chiffres conso. Hein. Je ne me prononce pas sur leur rentabilité franco-française ou européenne. Et tout ça, c'est des données publiques. Je ne donne que des données publiques, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je regarde l'heure. Ça donne. Qu'est-ce que ça donne en termes de structure financière? Donc, plus vous êtes haut, plus votre dette nette par rapport à votre niveau de fonds propres est élevé. Donc, c'est ce qu'on appelle en jargon financier le gearing. Et plus vous êtes à droite, plus votre dette nette sur votre EBITDA ou votre BE est là aussi élevé. Et c'est ce qu'on appelle le leverage ou le levier. Ça correspond en fait au nombre d'années d'EBITDA qu'il vous faut pour rembourser votre dette. Ce qu'on constate, c'est que, je ne l'ai pas mis, mais l'ensemble de l'agroalimentaire est à peu près à 3 et quelques. 3,2 de mémoire. On va dire aux alentours de 3. C'est un niveau qui, en tant que banquier, est considéré comme satisfaisant. C'est la barrière des 3 en termes de levier peut nous alerter dans un sens ou dans l'autre. Alors ensuite, c'est un peu plus compliqué que ça parce que ça dépend des business models, ça dépend des dates de clôture, ça dépend très clairement de votre activité. Donc, je vais prendre l'exemple des vins tranquilles. Certes, ils ne sont pas dans l'ANIA, mais je trouvais ça intéressant en termes d'illustration d'exemple. Vous avez l'effet stock qui est très très important. Les collectes à pro, pareil, vous avez un effet stock. Alors même si les clôtures se font en général à fin juin, donc, du coup, avant l'essentiel de leur stock, néanmoins, c'est des activités qui ont beaucoup de stock. Et puis, vous avez aussi le phénomène, est-ce que vous avez un EBITDA élevé ou pas? Et là, on le voit sur les polyvalentes. L'EBITDA étant faible sur les coopératives, et bien, vous avez un levier assez mécaniquement élevé. Point d'attention sur les viandes. Notez que la dette est peu élevée en montant. Avec un ratio de leverage qui est plutôt très favorable. En tant que banquier, si on regarde ça sans approfondir la question, on se dit c'est très bien. Filière extrêmement solide. 2 remarques. La première, c'est que là aussi, c'est une moyenne. Quand je commence à décortiquer par taille d'entreprise, c'est plus du tout le même match. Et deuxième chose, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont peu de dettes, mais tout simplement parce qu'ils n'ont plus la capacité financière ou en termes de rentabilité à emprunter. Ils n'ont plus accès à la ressource financière. Donc, c'est plutôt un point d'alerte que quelque chose de positif sur le plan financier. Et on revient à est-ce que les outils sont modernes? Est-ce que les outils sont assez grands? Est-ce qu'ils sont adaptés? Etc. Et ça, ce sont des choses qui existent depuis pas mal d'années. Voilà. Puis je ne commenterai pas forcément l'ensemble des filières. Le rosé, alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous savent ce que c'est que le rosé, mais peut-être pas tous. Donc, je vous propose quand même de revenir sur ce que c'est. C'est le retour sur les capitaux employés. C'est un ratio que je trouve particulièrement intéressant et que je mets toujours en avant vis-à-vis des institutions publiques, vis-à-vis de l'Union européenne, cet univers-là, parce que assez souvent, les lobbies ne parlent que de l'EBITDA, ce qui est un ratio très important, et nous, on le regarde énormément, qui permet d'avoir un niveau de rentabilité. Ceci dit, il ne permet pas d'avoir une idée de ce qui se passe selon les secteurs. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est la rentabilité divisée par les capitaux employés. Pour être un peu plus dans le détail, j'espère que je vais perdre personne et être un minimum pédagogique. La rentabilité, on ne va pas prendre les l'EBITDA, mais on va tenir compte de l'histoire de l'entreprise en enlevant les dotations d'amortissement et de provision. Et donc, on obtient l'EBIT. Et on va lui enlever quelque chose qui existe toujours, c'est les impôts. Donc, on va faire EBIT moins impôts. Et on obtient une nouvelle rentabilité nette
qui va permettre de se rendre compte de la capacité à sortir du cash de l'entreprise. Et cette rentabilité, cet EBIT moins l'impôt, on va le diviser par ce qui est nécessaire à l'entreprise pour faire tourner la boutique, pour faire simple. Donc, pour faire tourner une boutique, pour faire tourner une entreprise, à fortiori une entreprise industrielle, il y a des émonettes. L'usine, les machines-outils, le bâtiment, l'ordinateur, les véhicules, les camions, etc. Et votre BFR, stock, créance, et puis fournisseur. Quand vous faites ça, vous divisez donc cet EBIT moins l'impôt par les capitaux employés, vous obtenez un ROCE qui vous permet de vous rendre compte si vous avez une rentabilité suffisante par rapport aux capitaux engagés. Cette fois-ci, pas capitaux employés, mais capitaux engagés, c'est-à-dire votre niveau de fonds propres et votre niveau de dette. Sans rentrer dans le détail, c'est des choses qui sont regardées par les analystes financiers et qui comparent souvent tu connais les aspects valorisation M&A, mais souvent par rapport au WACC. Mais je vais pas rentrer dans ce détail. Toujours est-il que là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que globalement, l'agroalimentaire va de plus en plus dans une situation où il a du mal à avoir un retour sur les capitaux employés suffisant, satisfaisant pour faire face aux besoins d'investissement. Alors, j'ai parlé en introduction de la nécessité de comparer ça à d'autres secteurs. On voit bien que si vous êtes dans la sidérurgie, il vous faut des imonettes très, très importantes, des usines pas possibles. Et à l'opposé, si vous êtes dans la GMS, pour faire simple, il vous faut un grand hangar pour les IMO. Et puis ensuite, en BFR, vous pouvez être en BFR négatif puisque vos clients vous payent cash. D'accord? Donc, on voit bien que les EBITDA ne sont pas forcément parlants. L'EBITDA nécessaire pour après avoir votre rentabilité EBIT moins impôt nécessaire face à vos capitaux employés peut être bien moindre au départ pour avoir un ROCE important. Et donc c'est là que il peut y avoir une discussion là-dessus. Hein, et c'est là que c'est important de regarder par rapport à notre secteur. Alors nous, ce qu'on constate, c'est que quand on regarde par rapport aux entreprises cotées de la distribution, des gens comme qui publient, hein, Casino, Carrefour, d'autres, c'est pas spectaculaire non plus. Ils n'ont pas de très bons ROCE. Alors évidemment, on a la vision en consolidé, donc avec les filiales internationales, donc il faudrait avoir des chiffres un peu plus pointus. Mais en tout cas, ce n'est pas très spectaculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une baisse de la valeur ajoutée sur l'ensemble de la filière, mais pas que à Montréal, jusqu'au bout de la chaîne, du fait d'un business model France qui privilégie une concurrence très très forte entre les enseignes, avec en plus de ça, un grand nombre de nouveaux mètres carrés qui ont été créés ces dernières années, mètres carrés, plus de nouvelles offres avec le drive. Donc, on a une vraie problématique de baisse de la valeur sur tous les maillons de la chaîne. Alors, quand on regarde les chiffres sur des indépendants, c'est un petit peu moins flagrant. Ils peuvent avoir de très très bons niveaux de ROCE, mais modulo l'analyse des chiffres, puisque assez souvent, on n'a pas forcément les SCI qui sont consolidés, donc une grosse partie des immeubles ne sont pas forcément là. Toujours est-il que sur la plupart des filières, notamment en BDP, qui est une industrie assez consommatrice en termes d'IMO, on voit bien qu'il y a une vraie problématique. Hein. Donc, vous avez eu une baisse de la rentabilité, tout de suite, ça s'impacte sur la problématique du ROCE. ROCE qui est regardé, je l'ai bien dit, par les analystes, mais aussi repris par un certain nombre de grands groupes. Moins par les PME et moins par les ETI, bien évidemment. Est-ce que vous avez des questions sur ce ratio? N'hésitez pas. De toute façon, on pourra les aborder la fin. Juste un petit commentaire sur la filière viande. Je suis assez étonné parce qu'en fait, donc on a parlé tout à l'heure des difficultés auxquelles la filière fait face. Mais là, on va en bosser. Oui, la filière viande, c'est une filière qui est toujours atypique. En fait, c'est les IMO. Comme ils n'investissent plus, ils ont des immobilisations qui s'amortissent. Or, je ne vais pas préciser, on prend les IMO nets. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais on prend bien les IMO nets. Donc, à partir du moment où on tend vers un IMO, alors ils n'arrêtent pas à valeur zéro, hein, jamais, mais à partir du moment où on a une IMO qui
niveau net qui diminue obligatoirement. On a un ROC qui augmente de façon mécanique. Mais là, pareil, c'est là qu'on se rend compte que les chiffres, c'est bien, mais qu'il faut regarder un petit peu plus loin que les chiffres. Et pareil, les vins ou les spiritueux, c'est pas spectaculaire. Mais là, c'est les stocks. C'est l'effet stock qui fait que le ROC n'est pas forcément très. D'accord, merci. Alors, en termes de risque, de nouveau, on est à fin 2021, début 2022. On a quand même un point très positif. Après une année Covid difficile avec une augmentation des risques en 2020, en 2021 et début 2022, les risques se sont améliorés. Alors, j'ai envie de dire, on est à fin mars 2022, c'est un peu loin. Qu'est-ce que ça a donné sur 2022 ? On a fait il y a quelques mois le point sur les risques à fin 2022 et il y a quelques semaines les risques à fin mars. Ils s'étaient encore améliorés, à tel point qu'on est à des niveaux de risque extrêmement bas sur l'agroalimentaire en nous concernant. Et donc ça, c'est vrai sur l'amont, où on est à des niveaux historiquement bas aussi, et sur l'aval, donc sur la transformation. Pour autant, depuis quelques semaines, quelques mois, on peut estimer que les risques se dégradent, particulièrement sur quelques secteurs. Le bio est touché. Donc là, ce n'est pas forcément la filière, on va appeler ça la filière bio. On a quelques acteurs qui commencent à clairement décrocher. Donc, ce qui était vrai fin 2022 ne sera pas forcément vrai fin 2023. Et donc, on voit bien qu'on est dans une zone de turbulence. Pour l'instant, il n'y a pas de choc vraiment très important. C'est juste un décrochage. Et ce décrochage, il est pour le moment pas spectaculaire si on se projette par rapport à 2019. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, à date, on est sur des niveaux de risque meilleurs qu'avant Covid. Donc la question, c'est de savoir si cette tendance à la dégradation toute récente, elle va s'accélérer, va se maintenir ou pas. En toute logique, j'aurais tendance à dire que oui, ça va continuer à se dégrader un petit peu. Les niveaux de marge ne sont pas toujours au rendez-vous pour un certain nombre d'acteurs. Une petite question, vous dites risque, c'est quoi comme type de risque? Comment vous calculez ça en fait? Alors ça, c'est lié à nos systèmes internes. On note l'ensemble de nos contreparties. C'est une obligation réglementaire qui est validée par les autorités de régulation. Pour faire simple, on prend les comptes. Si c'est les comptes consolidés qu'on va analyser, on va prendre les comptes consolidés. On les rentre dans un système. Ce système va analyser la situation financière de l'entreprise. Situation financière de l'entreprise qui va être pondérée en plus ou en moins par un certain nombre de facteurs sectoriels, notamment facteurs de la taille. Pourquoi? Parce que dans les bases statistiques, on se rend compte que plus l'entreprise est grande, plus la probabilité de défaut est faible. Et donc on obtient une note financière qui va être améliorée ou dégradée par rapport avec une note qualitative, qualité du management, secteur. Voilà, des choses qualitatives qui vont faire une note finale. Et toutes ces notes vont être rentrées dans nos systèmes. Et là, ensuite, on va raisonner investment grade, non-investment grade sensible. Voilà. Donc, pour éviter d'avoir comme Standard & Poor's, Fitch ou Moody's 20 notes qui vont AAA, etc., nous, on représente ça en globalisé avec trois catégories. Et ce qui est intéressant, c'est que la catégorie des risques faibles augmente de 5 points. Quand vous regardez l'historique, vous n'avez pas de moment où ça augmente de 5 points. Donc ça s'est sacrément amélioré et plutôt en faveur d'une baisse des sensibles. Mais encore une fois, les sensibles ont plutôt baissé, ou ont plutôt augmenté tout récemment. Tu as une idée des secteurs qui sont dans le groupe des sensibles? Là, il y a beaucoup de viti. Alors, il y a un effet statistique à prendre en considération, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de viti tout court dans l'agroalimentaire. D'accord, donc mécaniquement, ça représente pas mal. Si je raisonne hors viti, commence à y avoir de la BVP. Ça, c'est plutôt récent, parce qu'il y a 3 ans avant Covid, on n'avait pas la problématique BVP, on l'a. Et on le voit bien dans les baisses de rentabilité, et on le voit bien aussi sur le plan qualitatif quand je discute avec des collègues
Moi, je conseille le chargé d'affaires, il me remonte les difficultés sur la BVP. Les viandes, très clairement. Et dans les viandes, j'ai envie de dire charcuterie en premier et volaille aussi. Pour des raisons, j'ai envie de dire, à chaque fois assez similaires. C'est une prise en tenaille entre la problématique approvisionnement qui augmente en prix et la capacité à transmettre ce prix. Donc, alors là, c'est des secteurs qui ont du mal à transmettre le prix. Et pour la volaille et la charcuterie, en plus s'ajoute depuis, on va dire, 6-8 mois, une problématique d'approvisionnement. Et là, on a même sur le bovin, donc des abattoirs qui ne tournent pas plein. D'accord. Et avec grippe aviaire aussi. Ouais, sur la volaille, c'est pour ça que je parlais d'approvisionnement. C'est vraiment la grippe aviaire sur la volaille a été terrible et elle a touché tout particulièrement la France. J'ai envie de dire que ces 3 secteurs, regardons le détail, il y en a plus, c'est vraiment ces 3 secteurs, vici, volaille, porc, qui sont les plus touchés et qui du coup sont surreprésentés dans les statistiques. Voilà, Roger. Je ne vais pas forcément rester très très longtemps parce que l'heure tourne sur la synthèse. Juste pour retenir que notre vision, nous, Crédit Agricole du secteur, c'est un raisonnement très macro. Évidemment, je ne me prononce pas sur la situation individuelle, c'est que c'est un secteur qui est résilient, qu'il a démontré en 2008-2009 lors de la crise des subprimes, avec un décrochage moindre que les autres activités, qu'il a redémontré avec la crise Covid, avec un décrochage bien moindre que le reste de l'activité. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un secteur qui est incontournable. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire. On y vient. C'est bien aussi parce qu'il faut de la souveraineté alimentaire qu'il faut de l'industrie agroalimentaire. Pour autant, tout n'est pas rose. Il y a la problématique des négociations commerciales. Alors certes, ça s'est plutôt bien passé sur les dernières, mais on voit bien les débats, on voit bien les ministères qui mettent la pression. Donc, c'est assez compliqué. On voit que c'est politiquement difficile. Des problématiques parfois de fonds propres. Vous n'êtes pas concerné, mais j'ai mis le point sur les COP parce que les COP sont concernés par cette enveloppe. On parle de 500 millions d'euros. Pour la petite histoire, nous, on lance aussi un fonds de capital investissement de 300 millions d'euros avec notre filiale IGA et on lance un fonds sur de la dette de 500 millions d'euros. Ces 2 fonds ayant vocation à accompagner les industries agroalimentaires dans leur transition. On se met en ordre de marche là-dessus, et donc c'est 800 millions d'euros avec des techniques différentes. Et on va mettre 600 millions d'euros sur la partie innovation. Purement innovation. Alors, à long terme, il y a quand même de vrais sujets. Je vais parler de la souveraineté alimentaire, mais la Ferme France, et de manière générale, l'agri-lagro français perd des parts de marché. Je n'ai pas en tête, il doit y avoir des exceptions, mais malheureusement, je n'ai pas en tête de secteur où l'agroalimentaire français gagne des parts de marché. Peut-être sur des niches. On recule partout. C'est difficile partout. On l'oublie souvent. Et le grand public n'a pas à l'esprit. C'est qu'en général, le premier concurrent, c'est l'Union européenne. Des pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, selon les filières, selon les cas. Mais vous avez quand même des acteurs qui gagnent des parts de marché. En volaille, on en parlait tout à l'heure, c'est particulièrement illustratif avec la Pologne qui gagne des parts de marché énormes, l'ensemble des pays qui augmentent leur production, et nous, France, qui sommes en recul. Voilà, donc, de vraies difficultés aussi à maintenir les marges sur le temps long, d'où l'importance des discussions actuelles. C'est-à-dire que, une fois qu'on a une amélioration des marges, est-ce qu'on va pouvoir les maintenir ou pas? Parfois, des négociations commerciales très, très difficiles, des problématiques plus récentes, mais qui vont être certainement long terme, en tout cas moyen terme, l'arbitrage des consommateurs. Vous l'avez tous à l'esprit, des problématiques réglementaires, une surtransposition française dont on parle régulièrement, dont on dit qu'elle va être remise en cause, mais force est de constater que systématiquement cette surtransposition est à l'œuvre, donc une vraie problématique. Et évidemment des attentes sociétales, avec parfois des attentes contradictoires. J'aurais pu faire un slide là-dessus, avec un consommateur qui veut qu'on réponde à ses attentes, diverses et variées, du bien-être animal en passant par la décarbonisation, etc. Mais également le prix. C'est vraiment très, très compliqué et ça réduit un certain nombre d'investissements sur les transitions.
Donc, je sais que l'ANIA travaille dessus, hein, mais c'est des montants importants. Et des problématiques RH, avec pour vous, à date, des problématiques de recrutement, mais pour vos fournisseurs, les agriculteurs, des problématiques de renouvellement de génération. Les filières ont du mal à recruter des jeunes agriculteurs qui s'installent. Alors, ce n'est pas que une problématique de nombre d'installations dans l'absolu, c'est aussi parce que vous avez des cohortes d'agriculteurs qui sont installés dans les années 70-80 et qui partent à la retraite. Ce n'est pas qu'une chute du nombre d'installations. Il y a toujours été qu'on n'arrive pas à faire face. Voilà, donc ça posera un certain nombre de difficultés en termes d'approvisionnement. C'est un vrai sujet pour l'ensemble de l'industrie. Voilà, j'espère que j'ai à peu près donné le timing, Mamadou. C'est parfait, peut-être prendre 5 minutes pour répondre à la question, s'il y en a. Alors, s'il n'y en a pas, moi j'ai vu une question assez intéressante, donc une question de perspective dans l'avenir. Donc, il y a une personne qui voulait savoir est-ce qu'il faut s'inquiéter de la capacité d'investissement des IAA. Et dans la même logique, donc quels sont les axes prioritaires pour les investissements des IAA aussi, et quelles sont les filières qui sont les plus rentables versus les moins rentables. Faire un résumé là-dessus pour donner une vision de l'investissement. Alors, je pourrais des réponses en plusieurs volets. Le premier volet, c'est que si on raisonne très macro, les IA investissent, mais ceci dit, il faut retraiter tout ça d'abord parce qu'il y a des effets taille, des très grands groupes investissent beaucoup moins les ETI. Et donc, les PME investissent, mais les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, donc on va dire les entreprises qui font entre 50 et quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, là, il y a un vrai sujet. Sachant qu'en plus de ça, il y a l'investissement fusion-acquisition, et puis il y a l'investissement dans les outils. Et les investissements dans les outils sont parfois pas assez importants. Ce qui ne veut pas dire que les taux d'amortissement soient toujours très mauvais, ce n'est pas forcément le cas, mais très clairement, et donc c'est le deuxième volet, c'est la problématique d'automatisation des sites industriels. On a en France un trop grand nombre de sites qui ne sont pas assez automatisés, pas assez efficaces. C'est vrai aussi la problématique d'attente de consommateurs des GMS qui veulent des gains multiples, donc des ruptures de charge. Ça, c'est un problème plus structurel. La nécessité aussi d'investissement en innovation, mais j'ai envie de dire ça, c'est un peu tarte à la crème, bien évidemment. Sachant que les filières qui sont véritablement en difficulté, c'est toujours le même. On revient aux mêmes exemples, hein. C'est surtout les filières viande. Et en particulier bovins, porcs, qui ont un certain nombre d'outils qui sont pas efficaces. Il y a déjà eu des annonces, mais il y en aura certainement d'autres de fermeture d'outils. Puisque parfois pas assez grand, pas assez efficace, trop éloigné des sites d'approvisionnement, etc., etc. Donc là, c'est un vrai sujet, d'autant plus important qu'on a des coûts de production, notamment de charges de personnel, qui sont élevés. Hein. Ça m'est arrivé de visiter des usines en Pologne. Il n'y avait quasiment pas d'automatisation sur l'abattage. Et avec des niveaux de sécurité qu'on n'imaginerait même pas en France. Donc on voit bien les contraintes ne sont pas les mêmes, mais les coûts salariaux ne sont pas les mêmes non plus. Donc malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais toujours est-il que si on veut investir, on est obligé de passer par de l'automatisation et passer par de la valeur ajoutée. Autrement, effectivement, on continuera de perdre des parts de marché. J'espère que j'ai répondu à la question. Parfait. Merci beaucoup, Axel, et merci. Merci à toutes et à tous. Merci. Et merci de m'avoir reçu. Merci aux gens de l'ANIA. Merci à Mamadou de m'avoir permis de m'exprimer. Excusez-moi, j'avais éventuellement une question. Oui. J'ai attendu la fin, donc un grand merci déjà à l'orateur du Crédit Agricole pour avoir présenté si brillamment beaucoup de chiffres, mais c'était très très compréhensible, donc j'en sors enrichi, donc merci beaucoup. Et j'avais une question qui me trotte dans la tête depuis pas mal d'années concernant le niveau des stocks et l'inflation. Ma question, mon interrogation est la suivante. Si nous remontions les stocks tant chez l'industriel que chez le distributeur, est-ce qu'on ne serait pas
amortir certaines fluctuations de cours à court ou moyen terme. Voilà, moi je pense que oui, mais j'aimerais avoir l'avis de l'expert. Tu parles de stock de manière générale ou tu parles de stock sur certaines filières, notamment les grains, des choses comme ça? On peut aborder les deux points. Vous choisissez Alors, celui sur les grains ou sur les matières premières qui sont cotées avec un marché financier, je pense que ça n'aura aucune efficacité pour une raison toute simple, c'est que les marchés sont mondiaux. Donc, à partir du moment où les marchés sont mondiaux, la quote-part de stock qui pourrait être portée par les acteurs français ne sera jamais suffisante pour influencer le marché. Donc, on pourrait avoir des stocks qui auront des impacts trop importants dans les comptes. Sachant que d'une certaine façon, c'est déjà fait par les acteurs pour pouvoir gérer au mieux les sorties au cours de la campagne. Si on raisonne sur l'ensemble des stocks, ça a un coût tel que, en termes de rentabilité pour les industriels, je pense que ce n'est pas forcément utile. Sachant qu'on parle, dans la plupart des cas, de stock d'approvisionnement de matières premières, donc les flux en termes d'approvisionnement, généralement, ne se tarissent pas. Ce n'est pas comme l'industrie automobile, pour prendre cette comparaison, qui pourrait avoir, en cas de tsunami ou en cas de conflit à droite ou à gauche, ou imaginons un conflit à Taïwan, des problématiques d'approvisionnement sur des puces électroniques, etc. Souvenez-vous, en 2011, lors du tsunami au Japon, eh bien, l'industrie automobile a été tout de suite impactée. En 2020-2021, pareil. Donc là, c'est un autre sujet. C'est plus un sujet vraiment de stratégie et d'arbitrage entre la capacité de continuer à produire quoi qu'il en coûte ou quoi qu'il arrive et la gestion par flux tendu qui a été mise en place dans les années 90 par les Japonais et copiée par l'ensemble des industriels. Mais je pense que sur l'alimentation, on n'a pas cette problématique-là, sauf rare exception, parce que tel ou tel produit vient de tel ou tel endroit et on est vraiment très en risque s'il y avait un conflit. J'espère que j'ai répondu à ta question. On va peut-être s'arrêter là. Oui, merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci.